Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode. Philippe Richard Bertrand, qu'est-ce qui a attiré ton attention cette semaine? En fait, c'est un de tes articles. Ah. C'est un de tes articles. On commence avec ça. Ah, ça, je te l'avais pas dit. C'est flatteur. Je te l'avais dit. Non, mais ton article sur la maison, moi, je vais appeler ça la maison des fous. Ah, ben, c'est... Par rapport à Revenu Québec, quand une personne décède, l'état civil, il y a des délais jusqu'à 6 mois pour avoir un acte de décès. Un avis de cotisation, c'est ça. Puis l'acte de décès, c'est l'état civil. Ouais, fait que 6 mois, puis là, il te faut ça pour avoir ça. Fait que c'est 6 mois plus 6 mois, ça fait 1 an. Puis là, ça, c'est sans compter le notaire, l'avocat, les consultations avec la famille, la banque, évidemment, qu'il faut... non, mais ça rend tout le concept compliqué parce que là, tu sais, si la personne avait une hypothèque, là, tu sais, l'hypothèque, elle se prend plus, les comptes sont gelés. Tu faisais... Ah non, mais c'est l'enfer. Moi, je l'ai vécu avec mon père, puis ça a été, tu sais, à la fin, j'étais patient, là, puis tu sais, je suis quand même quelqu'un qui connaît cet univers-là de la fiscalité, puis tu sais, des institutions financières, puis c'était l'enfer, là, pour de vrai, puis c'est juste comme, à un moment donné, tu veux juste que ça finisse, parce que c'est comme pas tes affaires, là, tu sais, je veux dire... Puis il y a un truc qui me frappe, moi, là-dedans, Phil, c'est que, tu sais, mon père, en l'occurrence, il avait pas, je veux dire, on avait déjà vendu la maison, tu sais, il y avait un REER, puis, tu sais, de l'argent dans son compte de banque, là, je veux dire, tu sais, c'était pas... Il n'y avait pas 14 entreprises, puis un compte au paradis fiscal. Ouais, imagine si c'est ça. Oui, mais si c'est ça, à la limite, fine, que ça soit compliqué, que ça prenne du temps. Mais pour la moyenne des ours, là, Christy, tu as un REER, une maison, puis 200 $ dans ton compte de banque. J'ai comme moi là, mon rêve c'est que ça soit comme un clic puis que genre mais ça t'imprime le document. Mais il n'y a jamais eu autant d'employés. Il y a eu une augmentation de 17% des employés de la fonction publique. Ouais, 8% chez Revenu Québec. Ils peuvent pas dire qu'il manque de monde. Non, mais l'affaire, puis c'est ce que j'ai un peu fouillé, puis tu sais, j'ai parlé avec bien des gens à Québec notamment, c'est que beaucoup de ces nouveaux salariés-là, Phil, ils font, mettons, j'aurais envie de dire, des tâches qui ne sont pas au cœur de la mission de l'organisation. Tu sais, c'est des gens spécialisés en transformation organisationnelle, c'est des développeurs web, puis tu sais, no offense, c'est sûr que... C'est le party des consultants. C'est un peu le party des consultants, puis qu'en fait, on rajoute des employés au-dessus, c'est-à-dire dans la gestion, en coaching, en accompagnement pour les grands projets, puis ce faisant, on oublie qu'on a une job à la base, qui est chez Revenu Québec, d'analyser des dossiers puis de faire des avis de cotisation. Je veux dire, ça, c'est la base t'as première. Une chose à faire, c'est ça, puis là, de percevoir les sous, puis de redonner les sous, mais je veux dire, ils sont incapables de faire ça, puis là, ils font des grands, tu sais, j'en parle dans l'article, là, maintenant, on va pouvoir échanger avec Revenu Québec par SMS. Fait que ça va prendre genre 28 ans à avoir ton papier, mais avec un petit emoji, tu comprends? Je vais jamais répondre à oui, mais c'est comme ça. Tu comprends, là. Mon point, c'est que personne ne vous a demandé ça, là, tu comprends? Moi, ce que je veux, c'est mon avis de cotisation. Puis by the way, tu sais, j'ai une petite dent là, aussi contre Revenu Québec, puis peut-être que tu la partages ou pas, mais moi, comme entrepreneur, toutes les fois où j'ai dû échanger de manière semi-formelle avec Revenu Québec, on m'a traité comme un bandit de grand chemin. La fois que j'ai envoyé mes DAS une journée en retard, on m'a facturé mais des centaines de dollars de pénalité. C'est 5% du montant global pour une journée. Fait que là, tu sais, dans ce sens-là, la ponctualité est le plus grand de tous les principes, là, puis on te charge des centaines et des centaines de dollars de pénalité, mais dans l'autre sens, quand tu exiges d'avoir des documents dans les temps, ah ben là, monsieur, vous comprenez, c'est compliqué. Tu sais, mon père, il avait pas une vie financière compliquée. Ce n'est pas compliqué. Tu comprends? Puis comme toi, t'es là avec ton baccalauréat puis ta maîtrise en finance. Mon gars, regarde le document, pèse print, puis tu comprends? Comme, tu comprends pas. Ce qui me fâche le plus, je pense, Phil, c'est que je sais, pour avoir travaillé dans des contextes comme ceux-là, que la somme des tâches, là, tu sais, comme regarder, mettons, la déclaration d'impôt, décider qu'elle est conforme ou pas, imprimer la vie de cotisation, le mettre dans une... Ça, c'est peut-être 8 minutes de travail, tu sais. Dans les faits, t'sais. C'est juste que c'est comme tellement perdu dans une bureaucratie de ça doit être vérifié par lui puis elle, puis il y a quelqu'un qui met un tampon, puis là c'est pas le même gars qui check que le gars qui imprime, qui est pas la même personne qui met ça dans une enveloppe, puis tu comprends, comme c'est comme on a rendu ça là comme complètement kafkaïen, alors que dans les faits, je te dis, puis j'ai un rêve, moi, un jour, tu sais, l'intelligence artificielle et tout ça,
analysent, disent go, puis tu le sortent en PDF, tu comprends? Ouais, je comprends. Puis là, on va investir là, dans le budget 2023 1,1 milliard de dollars pour moderniser Revenu Québec. Peut-être que mon rêve va devenir réalité, mais la PDG, quand on lui a demandé, puis quand elle a témoigné à l'étude des crédits, elle a dit que c'était pour rendre ça plus convivial. Je m'en crisse de la convivialité. Donne-moi mon document, madame, tu comprends? Vite, rapidement. Fais-moi pas du UX, là, tu comprends? Je veux pas du skeuomorphisme là, dans ma page web. Je veux juste que tu m'imprimes mon document hyper rapidement, sans convivialité, justement. Fait que, tu sais, à quelque part, je pense qu'il y a une déconnexion entre les mandarins de l'État, l'élite qui gère nos ministères. Je savais que j'allais te starter avec ça, je savais. Fait que c'était ça le sens de mon article. J'en ai parlé beaucoup. C'est un des articles qui m'a valu le plus de commentaires, genre d'encouragement. Là, genre, les gens perçoivent cette frustration-là envers notamment Revenu Québec et d'autres ministères où on rajoute sans cesse des ressources puis où finalement le service se déprécie. Une autre nouvelle que moi j'ai vue, je voulais avoir ton opinion là-dessus, Bad Monkey qui fait du maïs soufflé, qui est en difficulté financière, mais il y a quelques années, OK, ça s'en allait en flèche. Là. Ils ont fait des deals avec Disney, Mattel. Et là, bizarrement, je sais pas, tu sais, des fois, c'est un peu la saveur du moment, là, puis je connais pas cette marque-là particulièrement, puis tu sais, je suis toujours, moi, attristé de voir des entreprises québécoises qui vont pas bien. Non, on trouve pas ça drôle. Mais comme tu dis, j'ai l'impression qu'il y a des marques comme ça, des fois, que c'était vraiment, vraiment populaire pendant un temps. Puis là, à un moment donné, ben, le hype, là, en bon français, finit par passer. Puis là, ben, il faut que tu fasses face à la musique que tu fais du popcorn. Comment je veux dire? C'est un cool, puis la marque est belle, puis je pense qu'ils ont bien fait plusieurs choses. Mais tu sais, dans la même ordre d'idée, il y a une entreprise de Québec là, qui se spécialise dans le silice pour le biopharmaceutique, le Silicycle, Silicic, qui est plus qu'en difficulté. Là. Je pense qu'ils sont carrément sous la protection des créanciers. Mais tu sais, l'histoire... Tu vu comment ils se sont diversifiés. Ben, c'est ça, mais comme je te dis, l'histoire telle que je la comprends, c'est qu'ils avaient une business qui marchait fabuleusement bien, ils faisaient du profit, ils faisaient du bel argent, puis là, soudainement, ils se sont mis à se lancer dans un parc nature, puis des compagnies de ci, puis de ça, puis c'était comme un peu rien à voir, tu sais, parce qu'il y avait une machine qui générait une profitabilité, puis de l'argent, fait que tu la places à gauche, à droite, au lieu de te moderniser, au lieu de t'automatiser, au lieu peut-être de rester dans ton prix. Puis là, ben, finalement, c'est ces autres projets-là qui commencent à t'attirer vers le bas, puis là, à un moment donné, si ton moteur au cœur du dispositif marche plus, mais là, tout s'effondre. Puis c'est un peu ça. Et peut-être un peu dans la même... je sais pas si tu as envie de commenter là-dessus, mais tu sais, il y a quand même Nicolas Duvernois qui a fait une sortie genre très... inattendu, j'aurais envie de dire. Ça va pas bien chez Duvernois, la compagnie, puis lui ne va pas bien dans la compagnie. J'ai pas d'informations. Tu le connais, je pense. Un petit peu, mais tu sais, j'ai pas d'informations de façon privilégiée. Je fais juste dire que je pense qu'il y a Buckell qui s'est mis à mal aller. Qui était son acquisition dans les Dragons. Là, Ils ont mis 10 millions dans une usine. Ouais. D'ailleurs, tu sais, je veux pas casser du sucre sur les Dragons, mais tu sais que c'est un spectacle, là, les Dragons. Puis en fait, il n'y a jamais de transactions qui se font, ou presque. Celle-là, à la défense de Nicolas Duvernois, il est allé de l'avant. Il a acheté l'entreprise. C'est ça. Puis ils ont mis 10 millions dans une usine. Ça a été comme n'importe quoi. Là. C'est pas facile de partir une chaîne de montage, même de boissons. Là, tu comprends? Ouais. Alors là, il y a ça. Il y a le fait que tu tirais à droite, à gauche. Il donnait des conférences un peu partout, l'émission de TV, la radio, TV. Un manque de focus, éventuellement. Ouais. C'est ça. Mais là, qu'il aille se reposer, tant mieux pour lui. J'espère que ça va lui faire du bien. J'espère qu'il va revenir en forme, puis en espérant qu'il réussisse à sauver cette entreprise-là. Ben, que son équipe réussisse à la sauver. Je pensais un peu ce qu'il disait dans son témoignage, qu'il avait confiance en son équipe un peu pour prendre des bonnes décisions, puis je pense pas que ce soit des décisions faciles. Fait qu'il faudra voir. Mais ça a été, pendant un moment, un peu le darling de l'entrepreneuriat québécois. C'était un peu singulier de voir que finalement, c'était pas aussi facile qu'il n'y paraissait. Je voudrais qu'on finisse sur la filière... aérospatiale du Québec. Boeing annonce qu'ils vont lever 25 milliards de dollars. Ils ont mis 17 000 employés dehors à travers le monde. Le gouvernement du Québec, au mois de mai, a mis 85 millions dans un projet de Boeing. C'était quand même bizarre. Airbus annonce qu'ils vont mettre 2500 personnes dehors. Le gouvernement du Québec a mis 750 millions dans la série. Mais les 2500 d'Airbus, c'est pas au Québec. Non, c'est dans la filiale défense qui n'est pas ici. Ouais, mais là, enfin, je sais que tu aimes me casser du sucre sur le dos, mais tu sais, Airbus, c'est un très grand groupe. Là, ils font plein d'affaires. On les connaît pour les avions, mais tu sais, c'est une filiale va moins bien. À un moment donné, c'est certainement pas pour le A220 là, qui licencie des gens. Là. Au contraire, c'est... J'espère que ça va bien. En fait, c'est supposé d'aller bien. Puis je veux dire,
sortons là, de Airbus, la filiale des jets régionaux type A220, le C-Series, c'est l'avenir de l'aviation. Les compagnies aériennes veulent ça. Quel bel appareil. Moi, je l'ai pris à plusieurs reprises. Pour traverser le Canada, pour aller des longues distances, mais à l'intérieur des continents. Donc, c'est sûr que ça va bien marcher. Mais oui, effectivement, c'est une passe un peu plus compliquée. Puis je te dirais, Phil, qu'il y a peut-être un petit volet protectionnisme, le retour du protectionnisme. Aux États-Unis, on le voit, avec les Chinois, même un peu peut-être avec le Canada. Mais en Europe et tout, on le voit de plus en plus protectionniste. Puis c'est sûr que des industries comme celle-là, type Airbus, dans la défense, c'est pas juste les Français là, qui leur achètent leurs appareils. Il faut qu'ils vendent à tous les pays. 100%. Puis si chaque pays commence à se protéger, puis à fermer les barrières, puis à dire on va pas acheter à eux, puis on va pas acheter à eux, ben ultimement, tu te retrouves avec tes jets, puis tes missiles, puis tout ça, puis le marché local est pas suffisamment important pour maintenir l'activité. Donc, ça donne des situations comme celle-là. Bref, on a une belle émission devant nous. Oui, restez parmi nous. Les prochains segments, on reçoit Carl Blackburn, CPQ, donc Conseil du patronat du Québec, Stéphane Drouin, président de Hanche Québec. Et Mélanie de chez Rachel Julien, la future PDG de cette belle entreprise de domaine de l'immobilier. Bref, restez à l'écoute et à tout de suite. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. On est avec notre premier invité, il s'appelle Carl Blackburn, c'est le président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Salut Carl. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Pour commencer, peux-tu un peu nous expliquer ce que ça fait, le CPQ? On va appeler ça le CPQ entre nous autres. Le Conseil du patronat du Québec existe depuis plus de 55 ans. Malgré le fait que ça fait 55 ans que nous existons, nous sommes encore une organisation qui est méconnue. Et nous avons été créés dans le contexte de la Révolution tranquille dans les années 70, où il y avait d'un côté les grandes centrales syndicales, il y avait le gouvernement du Québec, il y avait une multitude d'associations sectorielles représentant les employeurs. Et les syndicats et le gouvernement ont dit un instant, vous allez vous regrouper en une organisation qui parlerait pour les employeurs à nos discussions et à nos tables. C'est là qu'est né le Conseil du patronat du Québec. Donc, nous sommes la plus grande fédération d'organisations d'employeurs. Nous représentons tous les employeurs de tous les secteurs économiques confondus dans toutes les régions du Québec, grandes, petites et moins grandes organisations. Et dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure aux tables gouvernementales principalement que l'intérêt des employeurs est tenu en compte quand vient le temps de prendre des décisions, quand vient le temps de déposer des projets de loi, quand vient le temps de prendre en compte des orientations gouvernementales en lien avec l'économie, entre autres. Et c'est vraiment, je dirais, le cœur du travail du Conseil du patronat. Quel genre de parcours on fait pour devenir président et chef de la direction du CPQ? Y a-t-il l'école des CPQistes? Il n'y a pas de parcours en particulier. Si je prends mon parcours à moi, je suis un entrepreneur, je suis un fils d'entrepreneur, un petit-fils d'entrepreneur. J'ai fait de la politique active, j'ai fait de la politique organisationnelle. J'ai représenté une multinationale tant au Canada qu'aux États-Unis dans les ressources naturelles. Et maintenant, je suis à la tête du Conseil du patronat du Québec. Donc, j'ai plusieurs chapeaux au niveau de mon expérience professionnelle qui m'ont amené à être là où je suis aujourd'hui. Mais je pense que ça prend une certaine connaissance de l'économie. Ça prend quelqu'un qui a le goût de s'engager, qui a le goût de défendre avec véhémence, je dirais, les intérêts des employeurs. Et c'est ce que je m'attribue à faire à tous les jours avec mon équipe. Parlons justement de l'écosystème du Québec en ce moment. Tu qualifierais comment ou quelles sont les priorités de ces employeurs-là là, avec l'inflation, les taux d'intérêt, pénurie de main-d'œuvre? Il me semble qu'il y en a pas mal. Quand on regarde la situation des employeurs aujourd'hui, l'enjeu numéro 1 des employeurs aujourd'hui, c'est encore une fois la pénurie de main-d'œuvre. Alors, quand moi j'entends le premier ministre du Québec dire que la pénurie de main-d'œuvre, c'est une bonne nouvelle parce que ça fait monter les salaires, bien, malheureusement, c'est une très mauvaise nouvelle. Ouais. Parce qu'un employeur sur deux refuse des nouveaux contrats parce que malheureusement, ils n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire pour être capable de les réaliser. Et près d'un employeur sur deux déplace ou annule des projets d'investissement parce que malheureusement, ils n'ont pas la main-d'œuvre pour être capable de les supporter dans leur croissance. Donc, cette pénurie de main-d'œuvre est encore l'enjeu numéro 1 des employeurs au Québec et ce, dans tous les secteurs confondus. Maintenant, ce qui se dessine aussi lorsqu'on regarde quels sont les défis maintenant qui nous interpellent davantage pour les prochaines années, c'est l'intelligence artificielle. Non pas comme étant un problème,
mais comme étant un défi. Les employeurs se questionnent de quelle façon l'intelligence artificielle va les impacter dans leurs opérations. Est-ce que celle-ci va les aider dans leur production, dans leurs orientations, dans leur stratégie, ou dans leur productivité, ou cette intelligence artificielle risque de leur causer des problèmes? Alors, c'est vraiment un défi qui est important et qui est préoccupant pour les employeurs, et c'est ce qu'on essaie de trouver comme voie de passage. De quelle façon cette intelligence artificielle, qui évolue à vitesse grand V, peut aider les organisations ou les avantager pour améliorer leur productivité. Sur le sujet de la main-d'œuvre, il y a un enjeu qui est un peu né de la pandémie, qui est celui du télétravail. Carl, j'aimerais ça t'entendre un petit peu. On a vu Amazon récemment appeler tous ses employés obligatoires 5 jours par semaine. Il y a d'autres employeurs. Il y a Ubisoft en France, les employés vont aller en grève. Oui, pour maintenir le droit. Comment, puis encore une fois, là, je comprends que tu représentes le CPQ, mais encore une fois, comment, comme penseur du Québec, comment tu vois ça? D'abord, je vais vous partager ce qui s'est réellement passé durant la pandémie. Rappelez-vous quand les économies ont été freinées rapidement, lorsque tout a été arrêté. Heureusement que nous avons eu le télétravail, parce que le télétravail a permis à presque toutes les organisations de maintenir au moins un certain degré d'activité et de garder un lien avec leurs employés, ce qui était vraiment, je pense, une clé dans la façon dont on est arrivé à s'adapter. Le télétravail existait, mais n'était pas nécessairement très répandu. Maintenant, il fait partie de l'environnement de travail. Alors, le télétravail, il est là pour rester. Nous avons été, nous, parmi les premiers à dire au gouvernement qui recevait beaucoup de pression de la part des syndicats pour légiférer, encadrer le télétravail, puis se donner une loi pour l'encadrer. Nous, on était davantage de l'avis de dire « Ah non, attendons un peu. Attendons un peu parce que d'abord, le télétravail, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour toutes les organisations. Et évoluons dans le contexte du télétravail, puis laissons la flexibilité aux organisations pour s'adapter. » Alors, dans certains cas, il y a eu des avantages sur l'amélioration de la productivité pour le télétravail pour certaines organisations dans certains secteurs. Dans d'autres cas, ce n'est pas nécessairement aussi évident. Et là, on le voit, il y a un certain rééquilibrage qui est en train de se faire. La formule hybride est encore très priorisée, où les entreprises souhaitent vouloir ramener leurs travailleurs dans leur bureau pour, bien sûr, toutes les raisons qu'on peut connaître à cela, mais il y a une certaine flexibilité qui est encore au rendez-vous. Alors, les prochaines années vont être encore, je pense, l'endroit de la flexibilité. C'est ce qu'on voit se découvrir ou se décoder dans les prochains mois, les prochaines années. Je t'amène ailleurs. Oui. Talent international. Les multinationales québécoises, parce qu'on en a, les PME québécoises ont besoin de talents internationaux parce que pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que c'est difficile? Puis je veux pas faire de la politique. Là, le climat est pas simple depuis les 6 derniers mois. Là, mais est-ce que c'est facile, difficile pour les PME, selon toi, de recruter? C'est de plus en plus difficile. Et la raison est la suivante. La réputation du Québec a été, je pense, un peu malmenée dans les dernières années, où les messages qu'on envoyait à l'international, c'est que si vous n'êtes pas comme nous, si vous ne parlez pas notre langue, si vous ne vous adaptez pas, on ne veut pas vous avoir chez nous. Je résume vraiment roughement, mais c'était à peu près le message qu'on envoyait à l'international. Donc, il y a beaucoup de talents, puis on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à rechercher des talents dans le monde. Tous les pays, toutes les entreprises, peu importe l'endroit où elles se trouvent, veulent avoir accès à des talents. Et ces talents, dans la mondialisation, peuvent se retrouver n'importe où sur la planète. Alors, malheureusement, la réputation du Québec a été un peu ternie. La fermeture des frontières, les messages de fermeture par rapport, entre autres, à l'immigration, parce que lorsqu'on parle de talents étrangers, on parle bien évidemment d'immigration, mais ça fait l'effet inverse, où on dit on veut se développer dans des secteurs de niche. Mais malheureusement, on ne veut pas avoir accès aux talents de ces secteurs-là s'ils ne parlent pas le français, par exemple. Alors qu'on devrait plutôt se servir de nos avantages, où le Québec est une place où le bilinguisme peut être un avantage indéniable sur tout le monde. Peut-être que d'avoir accès à des travailleurs qui parlent le français, mais qui peuvent aussi parler d'autres langues, peuvent apporter un avantage concurrentiel que pas grands États dans le monde peuvent avoir. Alors malheureusement, cette fermeture ou ce message qui est envoyé à travers le monde a nuit aux entreprises. Moi, je voudrais davantage qu'on serve des frontières du Québec, non pas comme rempart contre l'envahisseur anglophone, entre guillemets, mais qu'on serve des frontières du Québec comme étant un tremplin pour permettre justement à nos entreprises qui exportent, qui
qui ont accès à des marchés nouveaux qui peuvent se développer. Et dans les marchés nouveaux, j'aimerais ça qu'on parle brièvement de la francophonie économique. Parce que cette francophonie économique peut être un élément extrêmement important pour les entreprises québécoises. D'abord, 70 % de notre exportation, ça va du côté sud de la frontière. Aux États-Unis. Et quand on regarde l'évolution du marché du côté américain, l'incertitude qui est engendrée par qui sera le prochain président, une chose est sûre, avec la prochaine présidence, il y aura une montée de protectionnisme encore importante. Quelle que soit la personne élue. Que ce soit avec les démocrates ou avec Donald Trump. Alors, il faut absolument être capable, comme État, comme Québec, d'offrir des opportunités de diversification pour nos entreprises. Et la francophonie économique représente un de ces marchés. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal de voir les missions commerciales, là, comme on a vu récemment en France, par exemple, puis de l'autre côté, de faire des misères à ces gens-là, que ce soit, comme tu le disais, Carl, de les empêcher d'arriver, ou inversement, il y en a qui sont déjà ici, puis de ne pas reconnaître leur statut une fois que les études sont terminées. Par-delà la dimension là, un peu populiste et tout ça, il y a quand même un véritable enjeu avec l'immigration, puis je reviens à l'économie, qui est celui du logement. Là, puis on a fait beaucoup le lien. J'aimerais un peu t'entendre sur l'interprétation que vous faites au CPQ. On dit, je ne sais pas si on a tort ou raison, mais on a accueilli ces centaines de milliers, ces millions de personnes-là au Canada. On n'a pas construit de logement pour les héberger, ce qui a fait monter en flèche le coût pour tout le monde. Comment le CPQ se positionne face à cette question-là? D'abord, l'enjeu de l'immigration, nous l'avons toujours traité sur la base en lien avec le marché du travail. Alors, vous l'avez mentionné tout à l'heure, la pénurie de main-d'œuvre, elle n'est pas liée à la pandémie, elle n'est pas liée à l'immigration, elle est directement reliée à la courbe démographique de notre population qui est plus vieille ici qu'ailleurs. Et on sait que d'ici 2030, et ça, c'est les chiffres du gouvernement du Québec, nous aurons besoin de 1,6 million de travailleurs pour remplacer seulement ceux qui prendront leur retraite. D'où vont provenir ces travailleurs? 50 % vont provenir des étudiants qui sont aux études actuellement ou qui vont retourner aux études pour se faire rehausser leurs compétences. 25 % des besoins, eux, seront comblés par des gens qui sont un peu plus éloignés du marché du travail. Les travailleurs expérimentés, par exemple, les femmes dans certains secteurs, les Premières Nations, les gens en situation de handicap. Alors, si on met les bons efforts aux bons endroits avec les bonnes mesures, avec les bons programmes, on va trouver. Ce groupe-là devrait combler 25 % des besoins. Et les chiffres même du gouvernement, l'immigration devrait combler 22 % des besoins. Alors, ce 22 % des besoins de l'immigration permanente devrait faire en sorte qu'on recevrait normalement 84 000 immigrants permanents par année pour être capable de combler seulement les départs à la retraite et les besoins du marché du travail. Alors, l'immigration n'est pas la cause des problèmes de notre société en garderie, en logement, en services sociaux ou en services de soins infirmiers. Oui, elle a contribué à accélérer ou à accentuer la pression, mais ce n'est pas la cause première. La cause première, c'est les sous-investissements de nos gouvernements actuels et passés qui, malheureusement, n'ont pas vu venir cette crise. Et cette crise, elle n'est pas sortie comme un lapin d'un chapeau. Non. Je me souviens, moi, dans les années 2000, lorsque j'étais au gouvernement, on parlait déjà de cette pénurie de main-d'œuvre qui allait frapper notre société parce que notre société était plus vieillissante ici qu'ailleurs. Alors, on aurait dû prévoir cette réalité dans laquelle on se retrouve et je suis convaincu, moi, que l'immigration, c'est pas elle qui met une pression énorme sur le logement en Gaspésie avec un taux d'inoccupation en bas de 1 % Et c'est pas vrai qu'il y a beaucoup d'immigration qui est là-bas. Puis l'immigration qui est déjà dans nos entreprises, elle est déjà d'une partie intégrée dans notre société. Ils sont déjà à l'école, sont déjà dans les logements, sont déjà des contributeurs de taxes et d'impôts. Alors, il y a 2 poids, 2 mesures et malheureusement, de faire porter le fardeau de nos enjeux de société sur le dos de l'immigration et de l'immigrant comme tel, c'est malheureusement de déporter le débat au mauvais endroit. Je vais te parler en terminant transition énergétique, filière batterie, transition d'Hydro-Québec. Hydro-Québec va devoir investir massivement. J'aime t'entendre dire qu'on a sous-investi au fil des années. C'est un peu ce qui arrive à Hydro-Québec. Là. En ce moment, il ne faut pas se le cacher. On a siphonné les profits, mais on n'a pas mis d'argent pour... On le voit actuellement, là. Mais tu penses-tu que les sociétés québécoises, les PME québécoises vont pouvoir profiter de ce boom économique, si on veut dire? C'est difficile à se positionner comme PME en ce moment. On va avoir de l'argent de ça? D'abord, c'est des projets d'investissement colossaux auxquels Hydro-Québec nous a conviés pour les 30 prochaines années. Et de quelle façon on va être capable de le réaliser? Bien malin, celui qui peut prédire sans se tromper de quelle façon ça va arriver. Mais une chose est certaine, c'est qu'on doit faire ces investissements structurants pour améliorer notre capacité de production, d'une part, chez Hydro-Québec,
mais également d'être capable de développer d'autres filières énergétiques pour assurer la transition énergétique, mais en même temps, les besoins de l'industrialisation, de l'industrie ici au Québec, qui est le cœur de notre développement économique. Et actuellement, malheureusement, le fait de ne pas avoir accès à des blocs d'énergie, pour certaines entreprises qui sont déjà dans l'écosystème québécois, qui doivent se décarboner et offrir des produits encore plus verts pour leurs clients qui exigent des produits plus verts, bien malheureusement, l'avantage que nous avions dans le passé d'avoir de l'énergie à bas coût renouvelable et verte, bien maintenant, les autres États ont aussi développé de l'énergie renouvelable à bas coût et verte. Alors, on voit que cet avantage qui était pour le Québec, on est en train de le perdre et en plus, on n'a pas accès à cette énergie. Donc, il faut absolument en faire plus, en faire davantage. Pourquoi? Parce qu'on va être capable de renforcer notre structure industrielle qui, elle, après ça, est au cœur de nos sociétés, les petites PME, les moyennes PME, qui, elles, après ça, engendrent et génèrent des retombées économiques importantes. Parce qu'on a trop souvent l'occasion de mettre beaucoup de pression et peut-être même de dénigrer le rôle important que joue la grande entreprise dans notre économie puis dans notre croissance économique, alors qu'on devrait plutôt en prendre soin, s'assurer qu'on puisse vraiment construire des écosystèmes autour de ces grandes entreprises-là, parce que, qu'on le veuille ou non, elles génèrent de la recherche et du développement, elles génèrent des achats, elles génèrent de la croissance avec d'autres entreprises, d'autres PME. Et souvent, ces grandes entreprises sont au cœur des centres universitaires ou des centres collégiaux dans les régions du Québec qui, après ça, développent et cherchent et créent je dirais, cette recherche qui est névralgique pour la croissance. Alors, on a vraiment des défis importants en lien avec cette énergie, mais on doit absolument en faire plus et s'assurer que le coût de production, incluant le transport, la distribution, soit le coût que l'ensemble des consommateurs vont payer. Dirais-tu, Carl, que parce que je le vois du côté des individus, là, j'ai le sentiment qu'on n'est pas particulièrement sophistiqué quand on parle d'énergie au Québec. Là, M. Fitzgibbon évoquait la tarification dynamique, puis bon, qu'il faudrait un peu transporter notre consommation un peu plus tard ou un peu plus tôt dans la journée. Puis là, les gens, comme s'ils découvraient ça, alors que dans plusieurs pays du monde, c'est la norme. Est-ce que les PME québécoises sont prêtes à éventuellement ajuster leur mode de consommation d'énergie, devenir producteurs d'énergie, parce que c'est possiblement quelque chose qui a été ouvert dans le projet de loi. Comment sens-tu la sophistication de la PME québécoise moyenne? Parlons de l'ensemble des clients d'Hydro-Québec, parce qu'il y a les entreprises, il y a les grandes entreprises, mais il y a aussi le consommateur. Alors, malheureusement, on n'est pas très sensibilisé à cela, parce que l'énergie coûte pas cher. Alors, on l'a jamais été. C'est facile de la gaspiller. On chauffe avec la fenêtre ouverte. Oui, c'est ça, exact. Alors, c'est facile. C'est ça qu'on doit défaire. Et cette sensibilité-là, elle est importante et elle peut se refléter par le coût réel de la consommation énergique que les gens vont avoir à payer. Et dans ce coût direct que les gens vont avoir à payer, il va développer cette sensibilisation. Alors oui, il faut être conscient de ce que ça veut dire. Les entreprises peuvent en faire plus, mais en même temps, dépendamment de leur modèle d'affaires, elles ne peuvent pas nécessairement s'assujettir à des réductions de consommation électrique, par exemple, pour des restaurants qui ont des pics à 18 heures. À l'heure où on mange. Alors il y a vraiment cette flexibilité qui est importante, mais les entreprises veulent contribuer à cela, sont conscientes de la réalité dans laquelle on évolue, les petites comme les grandes, mais ce qu'on souhaite, c'est que, entre autres, une position qu'on a défendue au Conseil du patronat, c'est que le coût que représente la charge énergétique soit le coût réel de distribution, de production et de branchement, l'interconnexion qu'on appelle. Parce que actuellement, au Québec, les citoyens sont avantagés et protégés par rapport à un coût qui est fixé en fonction de leur consommation, et le coût réel que représente la production, la distribution, incluant l'interfinancement, est assumé par les entreprises. Avec le projet de loi qui est en discussion actuellement, on parle de l'augmenter encore de façon plus importante et ça va venir nuire à la compétitivité des entreprises parce qu'on parle depuis tout à l'heure de l'environnement d'affaires dans lequel on se retrouve, la pénurie de main-d'œuvre, les manques d'investissement, les difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées. Mais ce qu'on constate, c'est que l'environnement d'affaires au Québec, quand on additionne tout cela, fiscal, réglementaire, bureaucratique, pénurie de main-d'œuvre, coûts supplémentaires, l'environnement d'affaires au Québec, lui, se détériore. Et malheureusement, lorsqu'on regarde par rapport aux autres États ou nos compétiteurs, bien là, on devient moins compétitif, on devient moins productif sur cet environnement d'affaires qui est le même pour tout le monde. Et aujourd'hui, vous le voyez très bien, je suis certain que chez vous, vous faites peut-être la même chose et l'ensemble des gens qui nous écoutent, on n'est jamais plus loin qu'un clic
sur notre tablette ou sur notre téléphone pour commander quelque chose, un article, peu importe. Puis on ne sait pas d'où il vient souvent, mais ce qui est important, c'est d'avoir accès à cet article-là. Donc, si les entreprises sont de moins en moins compétitives parce que l'environnement d'affaires se détériore, bien malheureusement, les conséquences économiques risquent d'être importantes pour le Québec. Carl, je voulais te remercier d'avoir accepté notre invitation à Prends pas ça pour du cash. C'est toujours agréable de voir du monde. On voit qu'il connaît bien ses sujets de ses dossiers. Merci beaucoup. Ferait un bon ministre, voire premier ministre. Mais bon, après, merci beaucoup pour cette belle invitation. Pour une autre fois, on fera un autre blog. Merci. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Dans tout l'écosystème de financement au Québec, il y a une gang de gens très motivés, j'aurais envie de dire, les anges investisseurs. Puis au Québec, il y a cette particularité qui forme un groupe. En fait, c'est pas une particularité québécoise, ça existe partout dans le monde ailleurs, mais il y a une structure quand même assez bien faite là, qui s'appelle Ange Québec. Accessoirement, j'en fais partie, là, donc je sais pas si je me flatte moi-même, mais bref, on est avec son nouveau PDG, Stéphane Drouin, qui vient d'assumer là, ses fonctions depuis peut-être 1 mois, Stéphane? Même pas 3 semaines. 3 semaines. Bon, bienvenue. C'est un baptême. C'est un baptême. C'est ta première apparition média? Oui, effectivement. Bon, merci de me recevoir, c'est très apprécié. Parle-nous un petit peu du milieu justement de l'investissement par les anges puis de ce que fait Ange Québec là, particulièrement au Québec. Mais effectivement, comme tu disais, il y a plusieurs groupes d'anges à travers le monde. C'est vrai un type d'organisation qui est très répandu. Ange Québec, c'est 200 membres anges investisseurs. C'est le plus gros groupe d'anges investisseurs au Canada. Donc, c'est quand même assez important comme impact. Et l'objectif, c'est de faire le pont. Ange Québec fait le pont entre les anges investisseurs qui cherchent à soutenir des entreprises en démarrage au niveau des technologies et les entreprises. Donc, c'est vraiment nous qui font le pont et le maillage et qui présentent les opportunités aux membres. Et donc, évidemment, vous ne ciblez pas n'importe quelle entreprise. On parle d'anges investisseurs. Donc, typiquement, c'est des entreprises plus en démarrage. Peux-tu nous dire un petit peu, là, je sais que ça fait pas longtemps que tu es là, mais tu as quand même un background en investissement. Je pense que tu étais chez Investissement Québec pendant longtemps. Parle-nous un petit peu justement de quel type d'entreprises sont généralement présentées justement aux anges là, pour opportunités. Bien, c'est vraiment intéressant quand on regarde. On a des entreprises qu'on appelle en pré-démarrage, en pré-amorçage. Donc, en bon jargon, c'est le pre-seed. Donc, c'est vraiment au niveau du concept, au niveau de l'idée. C'est une idée, là. C'est un PowerPoint. C'est PowerPoint avec peut-être des fois une couple de gadgets techno là, qui sont développés ou d'applications ou de programmation, mais il n'y a pas de client, il n'y a pas rien. Donc, on est vraiment au niveau de l'idée. Donc, il y a de l'intérêt à investir dans ce type d'entreprise-là. Et il y a les entreprises qui sont en démarrage. Donc, le produit est viable, ils ont une base de clients minimum, mais on est encore vraiment au début. Et c'est là que nos anges investissent parce que c'est là qu'il y a le plus grand besoin d'argent. Le niveau de risque est plus élevé, mais le retour sur investissement potentiel aussi est plus élevé. Donc, c'est là que se fait la corrélation des deux. Puis, justement, il y a différents secteurs là, dans lesquels, j'imagine, il y a peut-être plus d'appétit. Là. À quoi ça ressemble le panorama? Est-ce que vous achetez des immeubles? Non, vraiment pas. On est vraiment du côté des technologies. Ça serait un domaine qu'on ne veut pas toucher, effectivement. Donc, tout ce qui est nouvelles technologies, que ce soit en SaaS, donc que ce soit en technologie financière, technologie médicale, sciences de la vie, tout ce qui est l'agtech aussi. Donc, il y a plusieurs secteurs technologiques aujourd'hui qui se développent. Donc, c'est vraiment au niveau des nouvelles innovations technologiques. Tu dis que c'est plus risqué, là, ça fait partie de la game, comme on dit en bon français. Ce que ça veut dire, c'est aussi qu'il y a des entreprises qui sont soutenues par ces anges-là qui ne réussissent pas. Comment on gère ça, les moins bons coups? Je pourrais te retourner la question, effectivement. Mais non, mais ça fait partie, c'est dans le capital de risque, surtout au niveau de ces étapes-là d'investissement. On est vraiment très tôt. Là, très tôt. C'est ça, on ne sait pas. Là. Quand on prend une entreprise qui est sur papier, donc des fois, les investisseurs, on regarde, je me souviens un dossier qu'on avait justement hier où ils sont à leur 3e entreprise. Donc, c'est des gens qui ont réussi. Tu parles l'entrepreneur. Les entrepreneurs, les entrepreneurs ont déjà fait 3 entreprises. Ils ont eu du succès, ils ont eu des ventes. Donc, c'est certain que c'est un des facteurs qui
qui relativise le risque, je pourrais dire. Des fois, l'idée, on voit un potentiel de marché incroyable, ils ont touché vraiment quelque chose, mais c'est certain qu'on est encore dans le gros risque. L'idée en arrière de ça, c'est d'être capable de mesurer ce risque-là, et c'est là que nos équipes autant d'investissements qui accompagnent les anges, que les anges experts aussi. On a des anges qui ont des grandes expertises technologiques, donc qui sont capables d'évaluer avec nous les risques potentiels. Mais comme ange, c'est pas un one-shot deal, c'est-à-dire c'est la loi du nombre. Fait qu'il faut être capable d'investir dans plusieurs 5, pour 10, faire, exact. Pour faire que la moyenne au bâton, souvent la règle du pouce, on dit il y en a un tiers qui vont fermer, il y en a un tiers qui vont vivoter, puis il y en a un tiers qui vont payer pour l'autre tiers. Fait que l'idée... Puis dans la stratégie que ces anges-là ont, est-ce que c'est juste vraiment pre-seed ou il y a seed, série? On se rend jusqu'à un série A où là, on laisse cette partie-là à d'autres? Dans le départ de nos investissements, nos anges investissent dans pre-seed et en seed. Okay. Par contre, après ça, ils vont investir dans les rondes subséquentes. Fait que donc, lorsqu'une entreprise va aller en série A ou en série B, nos anges sont invités à réinvestir pour protéger leur participation dans l'entreprise. Donc, on aime expliquer aux nouveaux anges que pour chaque dollar investi au début, prévoyez d'en mettre 2 ou 3 dans ce qui va suivre. Fait que sinon, là, tu faut être capable de suivre. Sinon, tu dilues ton capital et lorsqu'il va y avoir une vente à la fin, tu vas être tellement minoritaire que tu n'auras pas de levier. Est-ce qu'il y a un calcul qui a été fait, c'est à peu près quoi la moyenne d'investissement, la grosseur du pre-seed? Y a-tu un calcul qui a été fait au Québec? À quoi ça ressemble? Nous, dans la moyenne des dossiers, nos anges investissent autour de 25 à 50 000 $ dans la ronde initiale. Par individu. Par individu, donc par ronde initiale. Dans les dossiers, on vise des investissements minimum de 250 000 $ à peu près par ronde en pre-seed. On peut aller jusqu'à 500 000 en seed. Donc, c'est vraiment des... Et on se ramasse la plupart du temps avec 5, 6, jusqu'à 10 anges et plus des fois dans certains dossiers. Dépendamment aussi de si on est en lead. Il y a des dossiers qu'on est l'investisseur principal, donc on accompagne l'entrepreneur dans sa ronde de financement. Il y en a qu'on est en soutien, donc on va rentrer. Il y a un autre fonds d'investissement qui est là. Donc, dépendamment de l'espace qu'on a, on va essayer de maximiser le potentiel. Il y a cette particularité-là d'Ange Québec. Tu disais déjà, c'est le plus gros réseau d'anges au pays, mais en plus, il y a un fonds d'investissement, Ange Québec Capital. Ça, c'est certains des anges qui ont mis des plus grosses sommes d'argent, puis ça agit vraiment comme un fonds d'investissement. Peux-tu nous parler un peu de la relation entre 200 anges qui prennent plein de décisions à coût de 25 000 $, puis le fonds qui est quand même un peu corrélé à ça. C'est important de bien l'appeler, c'est AQC Capital. AQC Capital, donc, excuse-moi. non, mais c'est une petite nuance sémantique importante. AQC Capital, c'est, entre autres, c'est un fonds d'investissement. Donc, c'est vraiment un fonds de VC, de capital de risque, dans lequel il y a des partenaires financiers qui ont investi, des institutions qui ont investi, Fonds d'Action, Investissement Québec et d'autres. Et il y a des anges aussi, nous, qui ont mis des sous. Et ce fonds-là est complémentaire à Ange Québec. Donc, c'est vraiment, on travaille en synergie. Eux, on se partage nos pipelines d'opportunités. On regarde chacun si on veut investir dans une opportunité ou une autre. Nous, ça nous permet de compléter, d'avoir un partenaire complémentaire lorsqu'on est en lead, d'avoir... AQC Capital peut arriver avec des sous pour compléter la ronde. Et l'inverse est aussi vrai. Il nous arrive des opportunités. Donc, c'est un peu un one-stop shop intéressant pour l'entrepreneur qui, à la fois, peut bénéficier d'un fonds d'investissement, mais aussi, les anges, c'est pas juste des sous. C'est de l'expertise, c'est de l'expérience, c'est du mentorat, c'est du coaching, c'est cette valeur-là aussi que les investisseurs, les entrepreneurs bénéficient quand on prend les deux entités ensemble. On a accueilli ta prédécesseur à l'émission il y a 1 an ou plus. Amélie Barraud, j'imagine? Oui, non, peut-être. C'est à toi de me le dire. Mais justement, Geneviève Tanguay, qui t'a précédé, sans vouloir lancer des fers, elle a quand même, j'ai l'impression, modernisé un petit peu Ange Québec, rajeuni. Donné une nouvelle dynamique. Si j'avais à te demander 3 semaines into the job, là, c'est quoi un peu, toi, ta vision d'Ange Québec, si t'en as une? Ah non, écoute, je te remercie. Effectivement, Geneviève a fait un travail extraordinaire pour consolider toutes les bases, rafraîchir, rajeunir l'espace dans l'écosystème. Et développer notre membership aussi pour avoir encore plus d'expertise au niveau technologique et tout ça. Moi, je prends une organisation dont la base est très solide et comme je disais à notre président du conseil d'administration, pas plus tard que la semaine passée, je dis, nous, on est passé de good à great
moi, j'aimerais ça qu'on passe de great à best. Et l'idée, c'est qu'on, comme tu as dit, il y a beaucoup d'organisations similaires dans le monde. Il y en a qui existent depuis plus longtemps. Il y en a qui ont des pratiques plus grandes, différentes, spécialisées. Donc, c'est d'aller s'inspirer des meilleures pratiques dans le monde et d'amener ça chez Ange Québec pour faire que on va être encore plus performant. Puis c'est une roue virtueuse. Hein. Plus Ange Québec performe, plus nos anges ont le goût d'investir. Plus nos anges ont le goût d'investir, plus les entreprises réussissent. Plus les entreprises réussissent. T'as des meilleures entreprises qui viennent te voir. C'est sûr, parce qu'en ce moment, il y a... Tu sais, moi, je suis du côté... je suis une entreprise. Là, moi, j'en ai une, mais on est courtisé comme jamais par l'Ontario. On est courtisé par Vancouver. J'ai eu un offre pas plus tard. Là, je l'avais parlé à Benoît Dutrisac. Mais on a eu un offre de financement, nous autres. Mais condition 1, là, 1 en haut, là, c'est tu déménages ton siège social à Toronto. Puis c'était quand même de la belle argent. Puis on a pris la décision stratégique de ne pas le faire. Okay. On s'est quand même tiré un peu dans le pied, dans le sens qu'on n'a pas l'argent. Donc, il faut faire autre chose. Mais est-ce que tu penses que... Parce qu'il ne faut pas se cacher, l'Ontario, là, juste le Greater GTA, c'est 10 fois le Québec. Là. Comment on va faire pour rivaliser le Québec? Là, il va faire pour rivaliser contre des offres comme ça? L'écosystème de fonds d'investissement au Québec a grandi très rapidement dans les dernières années. Je regarde juste, on est à l'espace CDPQ à Place Ville-Marie où la plupart des fonds sont présents. C'est incroyable, l'expertise, les fonds qui sont disponibles. Je voyais une étude de Réseau Capital qui a été présentée pas plus tard que la semaine passée. Et ça démontre vraiment la force de l'écosystème. Je pense qu'on n'a rien à envier ailleurs. Par contre, il faut continuer de présenter ça aux entrepreneurs pour que des gens comme toi disent « Écoute, j'ai des projets disponibles. » Et il y a des fonds qui ont des expertises, il y en a qui ont des orientations très spécifiques, il y en a qui sont plus généralistes, il y en a qui sont plus en early stage, en pre-seed ou en seed, il y en a qui sont plus tard dans les rondes sous-50. Je pense que le menu, le buffet de fonds disponibles est là. Le gouvernement du Québec aussi a mis beaucoup d'argent pour soutenir, entre autres, Ange Québec, c'est un de nos grands partenaires, mais soutenir aussi les fonds d'investissement. Donc, l'argent est là, l'expertise est là. Je pense qu'après ça, c'est de s'assurer que tu connectes avec les bonnes personnes, quelqu'un comme toi, puis être capable d'avoir les bons montants disponibles. Quand vous serez rendu de best, tu reviendras nous voir, mais tu pourras dire que c'est ici que tu as fait ta première apparition. Et en introduction, tu me mettras Simply the Best de Tina Turner. Ça va faire un bon Drouin, président directeur général d'Ange Québec. Merci d'avoir pris le temps d'être venu à l'émission. Merci de m'avoir invité, vraiment apprécié. C'était un plaisir. Merci. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. C'est presque rendu une rubrique hebdomadaire. On parle d'immobilier. Je pense que s'il y a un sujet économique, entrepreneurial qui est d'actualité, c'est celui-là. Et on a la chance d'être avec Mélanie Robitaille, qui est vice-présidente, directrice générale chez Rachel Julien, dont elle va bientôt reprendre les rênes. C'est une entreprise familiale. Dis-nous un petit peu plus déjà avant qu'on se lance dans le vif du sujet. Mélanie, Rachel Julien, ça ressemble à quoi? Ça mange quoi en hiver? Combien de propriétés avez-vous construites? Dans quelle région? Raconte-nous tout. C'est beaucoup de questions. Raconte-nous tout en 30 secondes. Bonjour Francis. Bonjour. Philippe. Bonjour Philippe. Rachel Julien, c'est une entreprise familiale. Ça existe depuis 30 ans. On a célébré notre 30e d'ailleurs la semaine dernière. Donc, à la base, on est promoteur immobilier. On construit des projets multirésidentiels locatifs ou condos à Montréal depuis 30 ans. Parfait. Donc, on imagine des projets, on les construit. Puis ensuite, on les détient à long terme pour le locatif ou bien on les vend pour le volet condo. Vous en détenez, donc vous possédez certains logements puis d'autres qui sont commercialisés. Exactement. Et puis là, donc vous lancez des projets ces temps-ci, dont un là en particulier, Canoë, c'est ça? Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce projet spécifique? Oui. En fait, on a lancé les préventes, les prélocations de Canoë à 16h aujourd'hui. Ding, ding, ding. Donc, la phase 1, c'est une phase locative abordable qui est financée par le gouvernement fédéral. Donc, on a 210 logements, une épicerie, 2 commerces de proximité. Okay. La phase 2, c'est un immeuble de condo. Donc, au rez-de-chaussée, on a un CPE de 80 places, 4 commerces de proximité, puis on a 92 logements de type condo aux étages supérieurs. Okay. À terme, le projet Canoë, ça va être environ 1000 logements, environ 60 000 pieds carrés de commerce. 10 % de la superficie du terrain qui est un parc,
une diagonale piétonne, des espaces communs pour le quartier, une salle polyvalente. Fait que c'est vraiment un projet qui en beaucoup de cases. Moi qui connais quand même bien la ville de Montréal. Non, mais c'est des projets comme ça qu'on a besoin. Mais surtout qu'on remplace un ancien gym ainsi qu'un stationnement qui était un des plus importants îlots de chaleur dans l'est de la ville. J'en parle de la ville, puis honnêtement, mon idée, c'est pas de casser du sucre sur leur dos particulièrement, mais ça reste que tous les promoteurs à qui je parle me disent en ce moment à quel point c'est compliqué. La presse, le Journal de Montréal ont fait beaucoup d'articles pour montrer, par exemple, que la durée d'émission des permis avait beaucoup... Ça fait 30 ans que vous faites ce métier-là chez Rachel Julien. Peux-tu nous décrire un peu, vous, de votre point de vue, c'est quoi la situation actuellement là, dans votre négociation avec la ville? Bien, en fait, moi, je peux dire qu'en date d'aujourd'hui, j'ai les autorisations sur l'ensemble de mes projets. Donc, je vais parler au passé. Oui. Dans le fond, à Montréal, il y a une nuance qui est très importante, c'est qu'il y a 2 paliers d'approbation pour les projets. Donc, l'arrondissement et la ville-centre. Donc, c'est sûr que quand on compare un projet à Saint-Jérôme, c'est difficile de le comparer. On compare pas la même chose. Et vous faites que du Montréal. Que du Montréal, quartiers centraux. Donc, Rosemont, Hochelaga, fait que cette game-là, arrondissement, ville-centre, c'est 100% de votre pain et votre beurre. Là, Donc, je vais commencer par quelque chose de super positif. D'une part, j'ai vraiment l'impression qu'avec tout ce qui s'est passé dans les médias dans les derniers mois, la ville s'est vraiment conscientisée par rapport à la situation. On sent vraiment une bonne volonté. Yes. Non, mais ça, c'est le fun de l'entendre de ta bouche. C'est vraiment vrai. On le sent en arrondissement. Là. C'est comme si le message est passé. Il y a vraiment une bonne volonté. Puis, je vais ajouter une autre nouvelle positive. Il y a plein de gens dans l'appareil municipal actuellement qui sont pro-développement. Fait qu'on a vraiment une recette pour être capable de changer ce qui a mal fonctionné par le passé. Puis, tu sais, dans les faits, un projet structurant, comme le projet Canoë, là, qu'on parle de 1000 logements, c'est un projet qui va nécessiter un changement de zonage. Fait que ça, c'est comme une démarche supplémentaire qu'on n'a pas besoin si on décide de se construire un duplex dans Côte-des-Neiges. Ouais, c'est ça, exact. Donc, ça, c'est la première étape qui, parfois, peut être longue pour une multitude de raisons. Dans le cadre du projet Canoë, on a eu un problème de pas dans ma cour. Donc, on a eu, dans le fond, 49 propriétaires qui les préférés de Philippe. Ouais, mais qui à un moment donné, à chaque semaine, tu m'en emmenais des exemples. On a reçu Coram. Lui, c'était 22. T'sais, 22 personnes bloquent un... Elle, c'est combien, t'as dit? 49 qui auraient pu bloquer. Là, bon, qui ont retardé pendant presque 18 mois la réalisation de ce projet-là, puis qui ont fait en sorte que ça nous a coûté plus cher le construire, ça nous a coûté plus cher les coûts de détention aussi. Pour une question de vue sur le centre-ville qui, ma foi, rendu là dans l'Est, c'est peut-être pas l'élément clé. C'est où exactement dans le fond, c'est à distance de marche des stations de métro P9 et Vio. Okay. Donc, on est juste à côté du stade olympique. Oui, tu construis pas un centre de compostage. Là. Tu construis quelque chose de beau. Puis je remplace un stationnement. C'est ça, je te dis. Mais la vue sur le top de la place Ville-Marie, Phil. Mais bref, donc tu dis ça s'améliore. Ça, c'est ce que je retiens notamment. Il y a une volonté ferme. Ça reste un chemin de croix quand même pour les gens comme vous. C'est un chemin de croix. Puis ça ajoute au coût, en fait. Au final, tu sais, des délais... Mais si je prends l'exemple du projet Canoë, on est propriétaire depuis 2019. Ma première unité livrée, ça va être au 1er juillet 2025. Dans Côte-des-Neiges, j'ai un 300 logements qui s'en vient au début de la construction dans les prochaines semaines. Je suis propriétaire depuis 2019 aussi, première unité livrée en juillet 2027. Pendant ce temps-là, mes coûts s'accumulent. Puis moi, au final, je suis une courroie de transmission. Des terrains, là, dans le fond, qui ont coûté certainement des millions de dollars. Puis là, tu payes de l'intérêt à la banque. Puis, intérêt à la banque, c'est des prêts qui sont à coût plus important. Un paquet d'affaires. Tu as des coûts. Puis pendant ce temps-là, les coûts de construction ont augmenté d'à peu près 40 % pendant la période de la pandémie. Donc, au final, mes logements sont malheureusement moins abordables que je l'aurais souhaité. Même chose pour mes condos. Parle-nous un petit peu, là, tu reprends les rênes d'une entreprise familiale. Oui. Ça te tente? Non, mais tu aurais pu devenir avocate. Ouais, c'est ça. C'est très drôle. Cogne 3 fois si on t'y oublie. Mais blague à part, comment ça se passe? Le volet vraiment, on en parle souvent aussi à l'émission de la relève, puis notamment dans les entreprises familiales. C'est quoi les paramètres un peu actuellement? Bien, en fait, je dirais que le contexte économique est peut-être pas super favorable à reprendre une entreprise en immobilier actuellement. Maintenant, j'ai beaucoup de passion
Et moi, je suis dans l'entreprise depuis 15 ans. Je suis actuaire de formation. Quand je suis rentrée initialement, c'était justement pour participer au montage financier, faire un peu d'ingénierie financière. Ça a très bien fonctionné. Et dans le fond, je suis donc en formation depuis 15 ans. Donc, c'est tout à fait naturel. Moi, c'est pas mon père, c'est mon oncle qui a fondé cette entreprise-là. Ses enfants sont impliqués dans l'entreprise. Mais à cause, justement, du transfert de connaissances, à cause des aptitudes puis du parcours académique, c'est moi qui va prendre la relève de l'entreprise à long terme. Et donc, c'est imminent? Est-ce que cet oncle-là va rester comme un mononcle, chairman, là, puis guider tes moindres mouvements? Alors, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans l'intimité. C'est mon plus grand souhait. C'est ça. C'est ton plus grand souhait. Le souhait de Denis de se retirer du quotidien n'est certainement pas le mien, mais à un certain moment, les gens aspirent à une certaine liberté. Mais dans le fond, ce qui est le fun avec Denis, déjà, il est beaucoup moins impliqué dans le quotidien depuis plusieurs années, mais c'est quelqu'un qui connaît vraiment la business, puis avec qui je peux parler pour avoir des conseils, puis qui est complètement externe, parce que le quotidien, il vit plus ça. Donc, moi, j'ai cette chance-là aujourd'hui, puis là, on va instaurer ça d'une façon un peu plus formelle, sur une base plus régulière pour les prochaines années. Mais Denis va demeurer dans le portrait. C'est une industrie qui nécessite beaucoup de capitaux, notamment, beaucoup d'expertise et de capitaux. Beaucoup de contacts aussi, souvent. Là, Tout à fait. Donc, c'est sûr que c'est à l'avantage de tous qui demeurent impliqués. Mais moi, je trouve ça intéressant de voir que c'est pas la première fois qu'on entend ça, là, tu sais, que c'est pas les enfants directs, tu sais, que c'est juste à côté, puis ça fait pas de grogne, puis ça a été bien géré depuis le début, parce que il faut pas se le cacher, là, il y a une étude qui a été publiée, il y a 10 000 entreprises juste dans la région de Montréal qui vont devoir être reprises d'une certaine manière, puis qui n'ont pas de repreneur. Donc, d'en voir une de 30 ans passer à la 2e génération, c'est cool, là, tu sais. C'est très cool, c'est très cool. Quand tu regardes les prochaines années, tu nous disais des terrains de 2019 qui vont être livrés l'an prochain. Oui, mais c'est ça, mais c'est quand même une période longue. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour 2032? En ce moment, on est très occupé. Avez-vous cette vision-là de long terme? On a tout certainement cette vision-là de long terme. On est très occupé. En ce moment, on est propriétaire de 1 300 000 pieds carrés à développer en termes de pieds carrés constructibles. Fait que disons que mes 6 à 8 prochaines années, j'en ai plein les bras. Puis on a plein de postes à combler en construction en ce moment parce qu'on a vraiment... Cette infopub est une présentation de Rachel. Non, mais pour vrai, on est vraiment... On a 3 chantiers qui vont rouler en simultané, des chantiers d'envergure. Fait que c'est vraiment un moment charnière pour nous. Pour la suite, puis on est à la recherche de terrain. Moi, j'aimerais être capable de devenir propriétaire d'ici 12 à 18 mois d'une propriété qui me permette de faire un projet d'envergure. Considérant les délais dont on s'est parlé plus tôt, ben, ça devrait arriver dans un horizon où mes équipes sont disponibles. C'est fou parce qu'il faut que tu te projettes. Tu sais, dans le sens où, tu achètes de quoi en 2019, puis là, tu te fais des calculs. Je présume, tu es actuaire en plus. Elle sait compter plus que toi puis moi chaque ensemble. année, toi, tu te dis qu'il est retardé, c'est comme tching. On le calcule toujours d'emblée au tout début, mais la vérité, c'est que parfois, on a des très mauvaises surprises au niveau des délais. Puis, quand tu installes, je vais revenir sur Canoë, le projet, tu installes 1000 logements. Oui. C'est sûr que ça va changer le paysage de ce petit quartier-là. Là. C'est minimum 1000 personnes de plus qui vont y habiter. Y a-tu comme des discussions? Moi, je suis totalement néophyte, là, contrairement à toi, mais est-ce qu'on parle à la Société de transport de Montréal? Est-ce qu'on parle à, je sais pas, les pompiers? Ça va sûrement changer une caserne dans le coin, là, ce gros bâtiment-là. Mais ça, c'est-tu votre job ou la job de la ville de faire ça? C'est un travail de collaboration. Mais les pompiers, juste pour référence, sont toujours impliqués dans 100% des projets immobiliers à Montréal. Ça, c'est vraiment super important. Nous, on a parlé beaucoup avec le CPE du coin parce que c'est un projet familial. Et finalement, à l'issue de ces discussions, là, on a décidé d'en rajouter une installation dans notre projet. On a fait des vérifications au niveau des écoles, ça va relativement bien. Puis, on a travaillé beaucoup avec le voisinage. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait dans Canoë, qu'on avait peut-être moins l'habitude par le passé. Considérant l'importance du projet, là, en termes de gabarit pour le quartier, on a communiquer avec les voisins dès l'amorce du projet. Donc, dès qu'on est devenu propriétaire pour essayer de bien répondre aux besoins, c'est là où on a compris qu'il y avait des besoins, notamment pour une épicerie autre que la bannière Métro, parce que Métro est très, très, très représenté dans ce quartier-là, mais il n'y avait pas de compétition. Fait que c'est vraiment, dans le fond, la communauté qui nous a aidés à créer, à imaginer ce projet-là. Puis encore aujourd'hui, on a un comité de voisinage qui est composé des gens qui habitent le coin, des institutions aussi. Bon, il y a un poste de police pas loin, une école pas loin. Fait que vraiment, c'est un travail de collaboration quotidien.
Si je comprends bien, donc, tu es vice-présidente, directrice générale, mais on va bientôt enlever le V. Madame la présidente. C'est ça, on aimerait bien ça. On aimerait bien ça. Bref, merci d'avoir pris le temps de venir nous expliquer tout ça. Mélanie, c'est vraiment un projet, je pense, riche. Tu disais qu'il y avait des postes à pourvoir. Là c'est le vrai moment infopub. Là. Il y a sûrement des personnes pour le construire, les immeubles, mais qu'est-ce que vous cherchez? Puis on parlait un peu plus tôt à l'émission avec Carl Blackburn du CPQ. Il y a pénurie de main-d'œuvre au Québec. C'est quoi les postes les plus difficiles? C'est quoi les postes les plus difficiles à pourvoir dans une entreprise comme la tienne? Si je pouvais réussir aujourd'hui à intéresser un chargé de projet senior pour une construction de 20 étages plus 2 étages de garage dans Côte-des-Neiges. Non, mais bon. d'un point de vue. On a-tu une commission si on te trouve? Écoutez, on va fonctionner en pourcentage. Hein? C'est bon. Non, mais mine de rien, au niveau de l'admin, j'ai une équipe de feu, là, que ce soit marketing, communication, comptabilité, développement, ça va vraiment bien. Du côté de la construction, c'est plus difficile. On est vraiment dans un marché qui est en pleine reprise. Il y a beaucoup de chargés de projets qui sont disponibles, mais ils sont tous sortis de la même école en 2018 et 2020. Donc, on cherche à avoir un petit peu plus d'expérience puis de profondeur considérant l'envergure des projets. Très intéressant. En tout cas, merci d'avoir pris le temps. Puis on te rappellera quand ça sera terminé pour que tu nous fasses une petite visite virtuelle. Ça sera avec ou même plaisir. En personne. Merci, Mélanie. Merci, Francis. Merci, Philippe. Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand remplissent vos poches sans vous les vider. Merci d'avoir été à l'écoute. Phil, qu'est-ce que tu retiens de l'émission d'aujourd'hui? Regarde, financement, hein, ça grouille au Québec, comme on dit. Super le fun. Puis de voir la vision du CPQ aussi, c'est intéressant de voir. Tu sais, eux, ils parlent au nom des patrons d'entreprise. Puis aussi, un projet de 1000 logements dans Hochelaga Maisonneuve. Ouais. C'est le fun de voir ça. Qui n'a pas été facile, mais qui semble bien aller. On remercie Carl, on remercie Stéphane, on remercie Mélanie Robitaille d'être venue à l'émission en studio aujourd'hui. Puis on se dit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.